Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler de Belle, le nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda, en salle depuis le 26 janvier. Et pour en discuter, j'ai à mes côtés Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors tu tenais vraiment à parler de ce Belle, d'abord parce que c'est pas si courant qu'on ait un animé japonais sur nos écrans, faut le dire, mais surtout parce que celui-ci est signé Mamoru Hosoda, comme je l'ai dit, qui est, avec peut-être Makoto Shinkai, un des grands noms du cinéma d'animation japonais actuel. Et donc, pour rappel, Hosoda, c'est La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups, Le Garçon à la Bête et dernièrement Mirai, ma petite sœur. Une poignée de petits chefs-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire. Très bon film en tout cas. Ouais. Voilà, qui faisait que forcément, on attendait beaucoup ce nouveau film. Et ce coup-ci, après plusieurs histoires qui se déroulaient plutôt dans un univers fantastique, Hosoda revient à un récit qui se place plutôt du côté de la science-fiction et qui traite d'un sujet qu'il avait déjà exploré avec son film Summer Wars, c'est-à-dire les univers virtuels. Alors malheureusement, pour être parfaitement transparent, j'ai pas réussi à voir le film moi-même, donc tu me corrigeras. Tu vas bientôt le voir parce que je vais te donner envie. Mais c'est déjà fait. Tu m'as déjà tanné avec, je suis déjà convaincu. C'est clair. Mais du coup, tu me corrigeras si nécessaire, mais pour résumer le pitch déjà, si j'ai bien compris, on pourrait dire que c'est très grossièrement la rencontre entre La Belle et la Bête et Ready Player One. C'est ça ? Absolument. Oui, parce qu'il est question effectivement d'univers parallèle, mais univers virtuel, puisqu'on va suivre une jeune adolescente, Suzu, qui vit seule avec son père dans les montagnes, la campagne, dans le sud du Japon. Et puis, qui a un petit peu du mal à passer ce fameux coming of age et puis à devenir une adulte et à s'affirmer. Et elle va réussir à s'affirmer et notamment à chanter, parce que oui, il faut le préciser, son rêve c'est d'arriver à chanter devant tout le monde, mais elle est trop timide pour ça. Et grâce à un avatar dans un logiciel qui s'appelle You, enfin une application, un monde virtuel, du coup You. C'est le méta du film. Où tout est possible. You qui justement se calque à la fois sur ton corps et sur... comment on appelle ça ? Oh, je sais plus, mais le mot scientifique pour ça, mais en gros, ton avatar va réagir à ce que tu endures. Si tu prends des coups, ton avatar va réagir aussi. Enfin bref. Ton système nerveux peut-être. Oui, exactement, tout à fait. Qui est calqué sur ton système nerveux, tout à fait. Et donc dans ce monde virtuel, elle va devenir belle, et puis elle va être la diva que le monde entier va adorer, écouter, chanter. Alors que Suzu vit encore reclus dans sa chambre, derrière son ordinateur et son téléphone. Voilà. Et donc, Belle et la Bête. Pourquoi ? Puisque, Où est la bête ? Où est la bête ? Elle est dans ce monde virtuel You, justement. Belle va faire la rencontre d'une bête monstrueuse qui fuit parce que la police d'Internet, incarnée par certains utilisateurs qui représentent, si on veut, ça c'est assez drôle d'ailleurs, les social justice warriors, c'est-à-dire qui veulent ramener la justice à l'intérieur de cette application, de ce monde virtuel, elles vont essayer de chasser la bête. Donc là, c'est littéralement des guerriers, du coup. Exact, des guerriers, et ils veulent chasser la bête et révéler son identité au monde entier. Donc, qui est derrière cet avatar ? Et donc, Belle va se lier d'amitié pour cette bête et va essayer, elle aussi, de savoir qui se cache derrière cette bête. Est-ce un homme de son âge ? Est-ce un père de famille ? Est-ce un petit adolescent ? Est-ce une femme ? On ne sait pas. Et on le verra. C'est bien aguichant tout ça, là, bien résumé. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que justement ce conte de La Belle et la Bête, c'est quelque chose qui traverse déjà un petit peu l'œuvre de Hosoda depuis quelques films. Enfin, on avait déjà des lointaines citations dans Les Enfants Loups, par exemple, forcément dans le Garçon et la Bête. Donc c'est intéressant qu'il s'y attaque un peu plus. Enfin, je ne sais pas s'il s'y attaque justement un peu plus frontalement ce coup-ci, mais je crois qu'il cite justement l'adaptation de Disney et aussi la version de Cocteau comme des influences assez majeures chez lui. Est-ce que du coup ça se ressent ? Comment c'est intégré finalement La Belle et la Bête ? Est-ce que on en reste au clin d'œil ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Si tu veux...
Alors ça va clairement loin dans l'hommage, c'est-à-dire que vraiment il y a des fois des images et puis même la bête est reclue dans un château ambulant d'ailleurs, qui fait clairement penser dans les décors. Il y a une scène à un moment donné, une chorégraphie aussi entre les deux. Parce qu'ils dansent. Oui, bien sûr qu'ils dansent. Donc si tu veux, il y a vraiment des éléments comme ça qui font véritablement penser à un hommage plus que clair, quoi. Et puis après, dans les thématiques, bien entendu, sur la monstruosité, sur voilà, ces deux figures-là, oui. Par contre, c'est pas ça le cœur de son sujet. Le cœur de son sujet, c'est le monde virtuel. Et en fait, c'est quelque chose que Hosoda avait déjà abordé de manière totalement frontale, tu l'as dit dans ton intro avec Summer Wars. Summer Wars que d'ailleurs je n'avais pas encore vu, mais que j'ai rattrapé après Belle. Et en fait, en découvrant Summer Wars, je me suis dit putain, mais c'est vraiment le brouillon en fait de Belle. Pourquoi je dis le brouillon ? Parce qu'il y a déjà cette idée de communauté sur Internet, d'avatar, de personnages, de monde coloré, vivifiant, explosif, etc. Donc avec une profusion d'idées visuelles hallucinantes, et ça c'est une des grandes qualités de Belle, et je vais y revenir. Mais il y avait déjà ces idées-là et cette idée de personnages dans la vraie vie qui utilisent en fait cette... Ouais, on avait aussi une histoire où on jouait justement sur l'univers virtuel, mais aussi sur... là, je crois qu'on a aussi pas mal dans le monde réel de paysages naturels où voilà, on oppose justement la nature et l'univers virtuel plus factice. Absolument. Et donc je dis Summer Wars est un brouillon. Pourquoi ? Parce que à mon sens, dans Belle, il accomplit ce qu'il avait esquissé à la fois de manière visuelle, parce que là, je trouve Belle d'une facture hallucinante. Je l'ai pas dit d'ailleurs quand je parlais de chansons, mais en fait, c'est presque une comédie musicale, ce Belle. Il y a vraiment des numéros chantés qui sont hyper enlevés, en fait, à l'intérieur même du film. Ce qu'on n'avait pas dans Summer Wars, pour le coup. Exactement, donc ça, c'est tout... Première nuance. Ça, c'est tout nouveau, et je trouve que c'est vraiment très, très réussi dans Belle. Mais l'autre chose, c'est à la fois visuellement, le monde virtuel est vraiment d'une profusion, comme j'ai dit, mais dingue. Il y a des scènes avec des fleurs qui explosent, il y a des scènes où Belle va chanter sur une baleine géante qui va vraiment planer au-dessus de tous les autres avatars. Enfin, il y a une ampleur en fait visuelle à l'intérieur de ce monde-là qui est déjà dingue. Il y a une créativité, une inventivité qui, moi, m'ont complètement soufflé. Ce que permet justement le cadre de l'univers virtuel, c'est la porte ouverte à toutes les expérimentations. Et je sais justement que ça fait partie des critiques qu'on adresse au film, c'est que c'est un peu trop boursouflé visuellement. Ça, du coup, tu l'as pas ressenti, toi. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop. Oui, bien entendu. Mais je comprends qu'on trouve que c'est trop. Parce qu'effectivement, et puis on y reviendra aussi, mais même dans la narration, au début, le film, il te place vraiment plein de personnages, plein de petites sous-intrigues, des relations entre les personnages, etc. Tu vas suivre un peu plusieurs trames comme ça, j'ai envie de dire. Et puis, oui, dans l'univers visuel de You, il y a cette profusion-là dont je parle. Moi, ça m'emporte totalement. Je comprends qu'on puisse y être hermétique. Mais oui, tu parles de l'ambition peut-être technologique aussi, en termes d'animation. Il y a un jeu sur la 2D et la 3D, où il va jouer cette frontière-là entre vraiment les dessins à plat d'animé et puis, à un moment donné, le relief que vont prendre ces dessins à plat pour aller carrément dans l'utilisation de la 3D aussi par moment. Donc, c'est hyper galvanisant à ce niveau-là. Et tu l'as très bien noté aussi, le contraste avec ce monde réel où là, on se retrouve davantage dans ce qu'il a fait avec les enfants loups, dans une épure où on va suivre ce personnage de Suzu assez solitaire et avec des moments de vie justement où on voit des paysages, des couchers de soleil magnifiques. Et là aussi, l'animation est d'une splendeur incroyable. Et donc, il y a, si tu veux, ce contraste entre l'excitation, j'ai envie de dire, de ce monde virtuel-là et le calme et la sérénité dans la réalité. Et à un moment donné, les deux vont se confondre et puis... Donc il y a plein de choses effectivement qu'il essaye d'aborder là-dedans. Mais visuellement, je trouve que le film est déjà une réussite vraiment folle.
Et justement, par rapport à ce rapport que tu abordes entre le monde virtuel et le monde réel, j'imagine qu'il y a aussi un discours là-dessus sur les univers virtuels aujourd'hui, quel regard porter là-dessus. Qu'est-ce qu'il en fait de ce discours? Justement, dans Summer Wars, il y avait quelque chose d'assez intéressant qui n'était pas non plus diabolisant. Les univers virtuels, on ne distingue plus la réalité. Qu'est-ce qu'il en fait là, dans ce film-là? Est-ce qu'il arrive à éviter, en gros, le discours de vieux con? Alors, plus que ça même, parce que, encore une fois, Summer Wars était le brouillon de cette idée-là qui va vraiment prendre de manière totalement frontale là-dedans. C'est-à-dire que dans Belle, son idée, c'est vraiment de dire « je vais sublimer les avantages de la technologie, d'Internet, du streaming, de la connexion entre les gens à travers le monde, de ce que la technologie a à nous apporter en fait. Sans oublier quand même des nuances. C'est-à-dire qu'il ne va pas non plus à fond dans ce sens-là en disant « regardez comme c'est incroyable Internet ». Il va aussi montrer par quelques petites touches les quelques aspects aussi négatifs. Il y a un moment donné où on voit l'hystérisation totale des gens quand Belle va se mettre à chanter, et puis d'un coup tu as une horde de fans, mais à la fois dans le monde virtuel, de ces avatars qui vont se coller à elle jusqu'à l'étouffer. Il y a des petits éléments comme ça qui viennent quand même nous rappeler de peut-être certains aspects négatifs, mais dans l'aspect positif global, j'ai pas envie de révéler le dénouement, mais ça arrive vraiment à un but où on sent qu'il a vraiment un message à délivrer aux adolescents. Et en fait, ça me fait rire parce que c'est très japonais cette manière d'aborder ça, d'aborder la technologie, le numérique et tout. Pays qui a été en avance sur ces questions-là depuis tant d'années. Et qui là, justement, a appris à vivre avec ça et même à développer ce côté technologique. Et qui là, nous dit non mais arrêtez. Tu vois, ce qu'on voit à Hollywood souvent, ça va plutôt être des films qui vont dire oui, mais la réalité c'est quand même mieux que le monde virtuel, blablabla. Et puis il faut pas vivre sur Internet, faut décrocher l'œil de l'écran et tout. C'est la petite limite qu'on pouvait éventuellement trouver à Ready Player One justement. C'est vrai. Effectivement, dans le discours final, un peu con, c'est vrai. Et là, Hosoda, il prend le contre-pied de ça, quoi, en disant non, mais attendez, chers adolescents, voilà ce que j'ai à vous dire, et voilà aussi ce message d'espoir en fait qu'il donne aux jeunes générations que je trouve vraiment très très beau, quoi. Finalement, c'est déjà ce qu'il faisait pour y revenir encore une fois dans Summer Wars où on montrait aussi certaines dérives de la technologie, la place que ça pouvait avoir pris dans le quotidien des êtres humains. Mais justement, on n'oubliait pas de replacer toujours l'humain au centre et de montrer que ce qui compte, c'est l'utilisation et qu'on peut aussi faire des belles choses en utilisant la technologie. Absolument. Et ça a l'air d'être le cas une fois de plus. Tout à fait, tu as raison. Et puis, si tu veux, je voulais aussi dire une chose sur ce dénouement-là dont j'ai parlé, ce message qu'il délivre et tout. Sur la narration du film, j'ai quand même certaines limites aussi. Parce que tu vois, je te parlais de profusion, d'hystérisation aussi, qui peuvent dérouter un peu au début du film, où justement, il y a plein de personnages, plein de sous-intrigues, et on se demande à un moment donné, ça part un peu dans tous les sens, où est-ce qu'il va ? Et je trouve que le film arrive vraiment à retomber sur ses pattes, parce que le dénouement arrive véritablement à tout imbriquer et à rendre tout cohérent. Et même, en fait, les personnages secondaires, les intrigues secondaires, vont être là, en fait, pour caractériser notre personnage, notre héroïne, en fait, principale de Suzu, de creuser sa psychologie, de comprendre comment elle interagit avec les gens, qui elle est véritablement, parce qu'il y a aussi un drame qui va l'habiter, un deuil, comme dans la plupart des films d'Hosoda, ça parle aussi de deuil, ça parle de la fin de l'insouciance, de la fin de l'âge enfantin, donc il y a toutes ces thématiques-là qui se recoupent, et aussi, et c'est pour ça que ça en fait un pur film d'Hosoda, de ce monde fantastique, de ce monde parallèle, ici le virtuel, mais de ce monde fantastique et parallèle qui va justement aider les personnages à réparer leurs maux, MAUX, dans leur propre réalité. Donc ça en fait un très très beau film aussi à ce niveau-là, où je retrouve
tout ce que j'avais aimé dans Mireille, ma petite sœur, dans Les Enfants Loups, même dans Le Garçon et la Bête, qui trouve, je trouve, une apogée vraiment dans Belle, qui termine par un numéro chanté en apothéose qui nous mettrait Disney en PLS, quoi. Non, mais Carrément. mais carrément, j'ose le dire, parce que oui, ça dégouline, oui, c'est de la variétoche japonaise, mes amis, Mais c'est bien pour aussi. adolescents, mais putain, On aime ça ça. fait du bien, quoi. Ouais. Autant de premier degré, oui, on peut dire que c'est un peu mielleux, bien entendu, mais je trouve que ça a une puissance évocatrice et émotionnelle et une intelligence émotionnelle dans ce film qui, moi, me bouleverse. Et voilà. On te sent bouleversé. Oui, non, mais Mais- vraiment très beau, quoi. Mais justement, par rapport au chant, alors voilà, on peut le voir en VO et en VF. Par ici, je crois que tu l'as Ouais. vu en VF toi-même, Oui, je l'ai vu en doublé VF. par Louane. Effectivement. Puis qui du coup, j'imagine, assure les scènes de chant aussi. Ouais. Peut-être un petit mot là-dessus. Qu'est-ce que ça donne cette VF? Tu recommandes aussi ou bien... Ouais, moi j'ai trouvé chouette, quoi. J'ai vraiment trouvé que Louane se débrouillait plutôt bien. Après, il y a des choses qui sont assez drôles en fait dans l'adaptation. Je sais pas comment dire ça, parce que ça va être un peu vulgarisé ce que je vais faire, mais tu sais, on n'est pas en train de doubler de l'anglais. On double du japonais. Et dans le japonais, il y a aussi des manières... Des particularismes de langue. C'est ça. Et putain, j'arrive pas à trouver. Mais des sonorités qui viennent, je sais pas, mais tu sais, quand le personnage, à un moment donné, il est mal à l'aise. Ouais. Au Japon, tu vois, tu vas entendre le personnage qui va te faire des... un peu comme ça. Oui. En français, ça fait un peu bizarre, tu vois, parce que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de réaction-là. Il n'y a pas le même jeu corporel ou Ouais. les mêmes expressions, effectivement. C'est ouais. ça, mais je trouve quand même qu'il y a un intérêt. Bon, moi j'ai de l'affection pour la voix de Louane, qui avait sorti un super disque en fait l'année passée. Voilà, je le dis, j'avoue, alors que j'en ai rien à foutre de Louane avant ça. Mais depuis cet album, je trouve, voilà, j'aime la chaleur de la voix de Louane en fait, l'innocence qu'elle a aussi, et du coup je trouve qu'elle colle parfaitement dans le rôle, et elle a totalement retravaillé en fait toutes les chansons avec Cécile Corbel, qui a adapté en fait les textes en français, etc., qui avait déjà fait un travail sur Arrietty, qui est un film donc Ghibli. qui est une habituée du coup de l'animation japonaise. Voilà, de l'animation japonaise. Et puis, non, mais les chansons, super, quoi. J'arrive pas à trouver la BO sur Internet, quoi. Elle va bien finir par débarquer un jour ou l'autre. La j'imagine. BO en français, j'aimerais bien l'écouter. Elle existe qu'en anglais et qu'en japonais, là, en tout cas sur les plateformes de streaming que j'utilise. Donc voilà. Mais Du oui. coup, tout ça fait que voilà, si en plus la VF est de bonne qualité, c'est une vraie sortie familiale finalement. Enfin, absolument. grand public. Et tu le disais en introduction, film on a de la chance qu'il sorte sur nos écrans, oui, mais aussi il faut préciser qu'il sort dans les circuits de grande distribution. Il sort pas comme les derniers films de Makoto Shinkai étaient sortis dans les cinémas d'arrêt-essai, qui avaient récupéré. Voilà, ici en Suisse c'est clair, et puis en France, il me semble que c'était la même chose, sauf erreur. Ouais. Alors que là, il y a quand même une grosse sortie. Alors, j'ai regardé encore hier avec des horaires pas trop dégueux, étonnamment. Enfin, c'est tant mieux du coup. C'est pas la petite sortie bazardée. C'est ça. En douce, quoi. Alors bon, il faut préciser aussi que pour ceux qui nous écoutent, que le film donc en Suisse est sorti le 26 janvier. En France, en revanche, c'était il y a déjà plus d'un mois de ça, c'était le 29 décembre. J'ai pas malheureusement trouvé les chiffres en France pour savoir si le film marchait ou pas. En revanche, ce que je sais, c'est que le film cartonne apparemment, a cartonné au Japon, pas étonnant, mais je crois que c'est le 3e film le plus bankable de 2021 au Japon, donc gros carton. Bon, on sait les succès aussi de Makoto Shinkai avec Your Name et autres, ça fait un raz-de-marée à chaque fois, ces films animés pour adolescents, ça fait un raz-de-marée, là c'était la même chose. Et plus étonnant en revanche, c'est que le film marche très bien aux États-Unis. Et c'est le plus gros succès d'Osoda aux États-Unis. Donc, je trouve ça chouette, quoi. C'est encourageant, du coup, tant mieux. Ouais.
parce que le dernier truc, pardon, je parle beaucoup, mais j'ai encore envie juste de dire une petite chose, Thibaut, sur Hosoda, qui est moi un cinéaste que j'ai découvert très tard, parce que je l'ai découvert avec Mireille, ma petite sœur. Et après, je suis allé un peu, en remontant un peu sa filmographie, jusqu'à voir récemment, vous l'aurez compris, Summer Wars. Mais je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant dans le paysage de l'animation japonaise. Je disais, je suis content qu'il ait ce succès-là, parce qu'il faut quand même rappeler d'où vient Hosoda. C'est quelqu'un qui a commencé dans la télévision et dans les dessins animés. Il a commencé par réaliser les films Digimon et One Piece, donc sur des séries adaptées de manga. Exact. Il avait bossé sur la série Dragon Ball Z aussi. Il avait réalisé plusieurs épisodes. Sailor Moon aussi. Donc plein de trucs comme ça. Et ensuite, il devait, c'était ce petit génie de l'animation. À l'époque, on lui promettait une belle carrière chez Ghibli, et malheureusement ça n'a jamais vu le jour parce qu'il s'est pas du tout entendu avec Hayao Miyazaki apparemment, qui a détesté Hosoda. Visiblement avec lui, il faut ni être trop talentueux ni être trop mauvais. C'est ça. Faut être un peu dans le milieu et ça peut passer. Très compliqué. Et donc notamment pour la petite anecdote, il devait réaliser le château ambulant à l'époque, et en fait il s'était fait virer. Et depuis une dizaine d'années maintenant, Hosoda a fondé son propre studio, le studio Shizu, qui a donné lieu à tous les films qu'on a cités. Et il a vraiment une patte. J'ai parlé de ces thématiques, mais il y a aussi quelque chose vraiment qui est très différent en fait de ce qu'on voit chez Miyazaki ou chez les studios Ghibli. En fait, on sent que c'est un gars qui vient de la télé. Tu sais, dans les gimmicks et tout, il y a même beaucoup d'humour dans ces films, et notamment dans Belle, il y en a aussi beaucoup, et des gags visuels qui font très cartoon, qui font très manga, et qui font très série télé, en fait, tu vois, aussi, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Mais on sent que c'est un mec qui vient de cette culture populaire de la télévision, et qui a du coup une patte visuelle aussi qui est assez différente de ce qu'on voit dans l'animation japonaise. Je pense que ça donne des films qui sont à la fois assez accessibles, mais où en même temps, comme tu dis, il y a une patte et on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Exactement. Et oui, accessible, comme tu dis, c'est un pur film pour ados. Mais voilà, de cette créativité, de cette intelligence-là, on n'en voit pas tous les jours. Disney en PLS, je te l'ai dit, mais vraiment. Et du coup, il me semble que ce mois de janvier, quand même, ça commence pas mal, parce que là, c'est le 3e shot qu'on fait depuis le début de l'année. On a commencé par Licorice Pizza. On a enchaîné avec... Que tu dois voir d'ailleurs, mais Thibaut. Oui, mais je dois rattraper tellement de choses. Par contre, j'ai vu Nightmare Alley, auquel on a consacré un shot aussi récemment. Et là, troisième gros coup de cœur du mois. Si c'est ça 2022, si la qualité se maintient à ce niveau, ça va être une sacrée année. Ouais, alors bon, je t'avoue que j'ai regardé le calendrier et je pense que ça va assez vite retomber. Mais là, c'est vrai, je veux prolonger ton enthousiasme, tu as raison, disons-le. Putain, ça fait plaisir un mois de janvier bien. Comme ça. J'espère que jusqu'à l'heure où vous écoutez ce shot, Belle est encore en salle, voilà, que ce soit en France, en Suisse, ou bien en tout cas qui sera bientôt accessible par chez vous, que vous pourrez le voir et puis le revoir même, parce que c'est vraiment un film formidable. Vous l'aurez compris, on vous recommande chaudement d'aller voir Belle ou de le rattraper d'une manière ou d'une autre. C'est pas si fréquent, encore une fois, qu'on ait des animés au cinéma, d'autant plus des films de ce calibre, alors profitez-en. Merci Alex d'être venu nous parler de ce Belle. Merci Titi, puis tu sais quoi voir au cinéma maintenant. Mais oui, alors là j'ai de quoi faire pour ces prochains jours. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager et commenter cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao!